Je vais vous parler de l'architecture des espaces publics dans la Bibliothèque de Genève. Mais auparavant, je pense que je voudrais organiser mon exposé en deux parties. D'une part un peu plus historique et d'autre part pour vous en plus pratique en vous montrant ce qu'on est en train de faire. La première partie, c'est que je me suis posé la question, surtout au vu effectivement des développements récents de l'actualité. Je me suis dit, mais finalement, comme tout change, j'aurais l'idée qu'une bibliothèque existe à tout jamais. Il y a peut-être une idée fausse que nous avons. Et donc, nous avons intérêt à nous reposer des questions sur les fondements de ce que nous sommes, à quoi nous servons et pour qui nous faisons notre travail. Et donc, comme il sera beaucoup question de public dans cette journée, c'est aussi cette notion-là que j'aimerais interroger dans ce cours exposé. D'abord, peut-être pour rappeler pour ceux qui ne sont pas genevois, le fait que la Bibliothèque de Genève est un agrégat de bibliothèques. D'abord, la bibliothèque qui se trouvait en Vieille Ville, donc la bibliothèque fondée par Calvin en 1559, qui s'est déplacée pour mieux servir la communauté universitaire dans le parc des Bastions en 1872. Une autre bibliothèque dont je parlerai peu ici, la Villa Lagrange, dont nous gérons la bibliothèque magnifique de Favre, qui contient une dizaine de milliers d'ouvrages anciens, parce qu'elle n'est pas ouverte au public. Donc on livre les ouvrages sur le site des Bastions, mais on ne s'y rend pas. Le musée Voltaire et la bibliothèque musicale qui se trouve dans le bâtiment du Grütli. Et un autre bâtiment important, donc récent, donc créé en 1998, qui abrite aujourd'hui le centre d'iconographie. J'aimerais réfléchir à trois éléments dans cette notion de public. La notion de communauté. Je crois que si on réfléchit à comment sont formées ces différentes parties de bibliothèques qui forment aujourd'hui la Bibliothèque de Genève, je crois que l'idée qui ressort véritablement, c'est que ces bibliothèques n'ont jamais été fondées pour servir des publics ou le public. Elles ont toujours été issues en fait d'une communauté bien spécifique. Dans le cas de la grande bibliothèque de Calvin, c'était des pasteurs qui se sont mis ensemble avec Théodore de Bèze et qui ont voulu avoir des livres à côté d'eux pour former des pasteurs. Une mission précise, un objectif simple et pour l'utilisation de cette bibliothèque. Dans le cas du musée Voltaire, c'est la même chose. C'est un chercheur, Theodor Bestermann, qui avait la chance d'être milliardaire, qui vient à Genève et puis qui a un objectif précis, celui d'éditer Voltaire. Et pour ce faire, il fait sa bibliothèque, qui est aujourd'hui une des plus importantes au monde, sur Voltaire et le XVIIIe siècle. Mais en gros, il servait une communauté extrêmement réduite, qui est celle de sa personne et des quelques chercheurs qui l'aidaient à produire une centaine d'ouvrages de l'œuvre complète de Voltaire qui ont été produites au Délices, etc. Et idem pour la bibliothèque musicale, même phénomène. En fait, on a la ville au XIXe siècle qui achète une grande quantité de partitions pour le Grand Théâtre de Genève, et en 1960, on crée la bibliothèque musicale de la ville de Genève pour l'organisation de concerts de la ville en collaboration avec l'Orchestre de la Suisse romande. Donc pas question de public en fait, on sert une communauté précise pour un objectif précis, et finalement pour la musicale se posera la question du public seulement en 1989 quand ils déménagent au Grütli et où tout à coup ils sont confrontés à d'autres personnes que simplement cet objectif précis qui était la production de concerts. Et donc, la notion de communauté, elle est importante. On entend beaucoup parler de communauté dans les réseaux sociaux aujourd'hui, mais la notion de communauté, c'est évidemment une réunion de personnes qui ont pour caractéristique, finalement, d'être d'accord sur une seule chose, c'est sur le but à atteindre. Alors, évidemment, tout le monde se chamaille dans les communautés sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but, mais grosso modo, on sait qu'on regarde dans la même direction, avec un même point de fuite. Et il y a aussi un autre aspect rassurant, je dirais, dans la notion de communauté, c'est finalement qu'on est entre soi, entre nous, partageant le même type de valeurs. L'autre question qu'on peut se poser pour la Bibliothèque de Genève, c'est quand est-ce que naît la notion d'usager, je dirais, parce qu'évidemment, dans la notion de communauté, il n'y a pas de notion d'usager. La bibliothèque devient bien publique en 1702, mais publique, ça veut dire qu'elle est ouverte un jour par semaine, 2-3 heures, où on accueille des Genevois, et encore sous la surveillance
étroite de bibliothécaires qui regardent bien s'ils ne partent pas avec les livres. Et c'est seulement au XIXe siècle qu'on va voir l'ouverture de salles de lecture à la bibliothèque de Genève, l'ouverture aussi d'une autre bibliothèque passionnante qu'est la bibliothèque circulante à partir de 1837 qui va permettre d'emprunter des livres, et l'usager naît, mais du point de vue de la bibliothèque de Genève, on est là pour le contrôler essentiellement. C'est-à-dire qu'on va leur demander des attestations de moralité, on va essentiellement, tous les règlements qu'on possède de la bibliothèque définissent la mission de la bibliothèque, des bibliothécaires, et finalement, quels sont nos outils de contrôle sur nos usagers. Je dirais, on a alors, au début du XXe siècle, un changement assez radical, où on a une sorte de constitution de groupes qui vont, notamment par exemple, c'est très visible dans toutes les conventions de sociétés savantes que la Bibliothèque de Genève signe au début du XXe siècle, vont avoir une première exigence de demande de service. Très précise d'ailleurs, on voit très bien que ces communautés de lecteurs, tout à coup, vont vouloir des salles, par exemple, de périodiques, ouverts à telle heure, le dimanche, qui puissent emprunter comme ils le veulent, etc. Et donc, on voit un changement radical dans notre fonctionnement interne, c'est-à-dire tout à coup, la bibliothèque ne contrôle plus, enfin, on ne peut plus contrôler comme elle le désire entièrement ses lecteurs, même si, par exemple, pour le catalogue, même si on a un catalogue sur fiche depuis le début du XXe siècle, il faudra attendre le milieu des années 30 pour qu'on pense pouvoir oser l'ouvrir au lecteur, enfin, qui est toujours conçu comme un élément dangereux dans la bibliothèque, mais cette augmentation de demande de services va aller croissant jusqu'à, effectivement, dans le dernier quart du XXe siècle, toutes les théories sur la naissance du troisième lieu en tant que bibliothèque, et on voit arriver toute une série de nouveaux usagers à la bibliothèque de Genève qui, horreur pour nous, qui avions fondé quand même notre mission et notre cohérence sur la richesse de notre collection, se mettent à simplement bénéficier du cadre et nous colonisent, séjournent chez nous sans utiliser nos collections, pour lesquelles on dépense quand même énormément d'argent. Et vient un nouveau phénomène au XXIe siècle qui va guider en fait toute notre réflexion actuelle, où on a ces mêmes usagers qui ne vont plus se contenter de simplement prendre possession du lieu, mais qui vont tout à coup nous demander d'adapter nos espaces par rapport à leurs nouvelles pratiques. Et je dirais que là, tout à coup, ça va nous obliger à un nouveau type de réflexion. Un autre élément qui est important pour nous, c'est évidemment la manière dont, aujourd'hui, dans la gestion des espaces dédiés au public, on doit repenser entièrement notre rapport à nos collections, qui était la base quand même de l'identité des différentes agrégations qui ont formé la Bibliothèque de Genève. Ces documents, ils sont de plusieurs natures. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la Bibliothèque de Genève qu'on a notre navire amiral qui se trouve dans le parc des Bastions, qui a été conçu en 1872 pour abriter 70 000 livres, donc hérités de l'ancienne bibliothèque de Calvin, sur 4 niveaux, 3 niveaux hors sol, un niveau en dessous, et nous nous retrouvons, un peu plus de 100 ans après, devant abriter 2,5 millions de livres, 2 millions dans ce bâtiment, sur 10 niveaux, donc une sursaturation des espaces, évidemment, qui se fait, vous pouvez bien le penser, au détriment des espaces dédiés au public. Mais cette réflexion, elle peut se faire sur les autres lieux aussi, et même sur les bâtiments récents, par exemple le centre d'iconographie, dont le bâtiment ne date que de 1998, quand j'ai eu l'honneur de prendre mes responsabilités comme directeur de la Bibliothèque de Genève, tout de suite, son responsable, Nicolas Chetty, est venu en tirant la sonnette d'alarme, parce que le bâtiment qui abrite près de 5 millions de documents iconographiques était complètement, lui aussi, sursaturé, et il n'avait pas fallu 14 ans pour le faire, et ça posait un très gros problème parce qu'on en était arrivé à mélanger tout, les espaces de conservation, de consultation, de back-office, etc. Et c'était plus possible d'y travailler. Et là, heureusement, on a pris une décision radicale. Nicolas Chetty, son équipe, et Nelly Colliez, qui est malheureusement absente aujourd'hui, c'est de repenser entièrement une distinction des espaces dans ce lieu. La première chose qu'on a faite, c'est engager une personne pour nous aider à faire ça. Donc, il y a Sarah Chapalet qui doit être dans cette salle, justement pour aussi distinguer
très fort à la fois nos services de référence. Et on a parlé d'Interroge, mais je crois que les chiffres d'Interroge seraient bien plus élevés. Je crois qu'il faudra faire ce travail si on y intégrait tous les services de référence internes simplement qui existent dans la bibliothèque de Genève, puisqu'il y a tous les départements qui eux-mêmes répondent à un très grand nombre de questions et le chiffre d'Interroge augmenterait grandement, si pas doublerait. Et donc, on a d'abord eu une personne qui a réfléchi avec Nicolas Cherty sur comment on allait organiser ces salles de consultation, quel est notre rapport à notre service de référence lié au centre d'iconographie, et finalement, l'aménagement des espaces a eu lieu, et donc en fin d'année, on aura un espace intérieur totalement reconditionné, je dirais, avec une vraie salle de consultation, des vrais espaces uniquement dévolus à la conservation et d'autres espaces uniquement dévolus au travail. Notre réflexion, évidemment, elle est fort portée sur cette chance que nous avons extraordinaire en ville de Genève, même si c'est un projet vraiment complexe, de site de l'écoquartier. Donc, vous savez que la ville de Genève a créé un grand dépôt patrimonial, musée et bibliothèque de Genève avec la bibliothèque d'art et d'archéologie, donc qui fait partie du musée d'art et d'histoire, pour justement y mettre les biens les plus précieux de la ville. Pour nous, c'est une conséquence colossale. Donc il faut savoir que pour la partie manuscrit, imprimé, affiche, on a une collection qui s'étend sur 62 km linéaires, donc ça veut dire que près du quart de notre collection les plus précieuses vont déménager à l'écoquartier, et donc ça nous oblige évidemment à tenir compte de cette donnée, puisque même si on a 4 sites, on ne peut pas imaginer, et c'est toute la réflexion en cours qui a lieu au sein de l'unité des collections patrimoniales de la Bibliothèque de Genève, que si quelqu'un vient à Genève, ou habite Genève et vient dans nos bâtiments pour travailler sur Rousseau, on ne va pas aller chercher à l'écoquartier les documents, puis les livrer dans 3 sites différents. Ça n'a plus aucun sens. Et donc, effectivement, l'équipe des collections patrimoniales réfléchit actuellement à comment avoir une vraie salle de consultation des documents patrimoniaux où les différents métiers de la bibliothèque se valorisent et puissent servir notre public. Idem pour la bibliothèque musicale, donc qui s'installe, je vous l'ai dit, en 89 au Grutli. Et puis, très rapidement, comme souvent, grâce aussi à la richesse que nous avons à Genève, on en est fiers aussi de pouvoir constituer des collections incroyables. On a parlé de la ville aux 10 millions de livres, je dirais que ce qui est vraiment énorme pour une ville de 200 000 habitants. Mais en même temps, le problème pour nous, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver une balance d'intérêt entre ce qu'on met à disposition dans les espaces liés aux collections et les espaces qu'on réserve au public. Et donc, on voit que tout un plateau du Grutli est occupé à plus du 2/3 par un espace de stockage de back-office. Alors, ce qu'on a fait, ce qui a été fait à la musicale, d'une part, c'est de créer un libre accès en 2006, mais surtout, on a imaginé un espace de dépôt distant qui se trouve juste à côté, à quelques centaines de mètres, même pas, avec la bibliothèque d'art et d'archéologie sous la plaine de Plain-Palais, et qui nous permettra, une fois qu'on aura fini toutes les rocades, disons, liées au site de l'écoquartier, d'avoir une vraie réflexion sur la destination de cet espace dans sa relation au public. Si je reviens, et j'en terminerai par là, au Bastion, donc je vous montre notre grande salle de lecture, et si on analyse rien que ce bâtiment, on voit qu'on a quand même pas moins de 8 espaces dévolus au public, ce qui est vraiment énorme, mais dans tous ces espaces, en fait, il y a une règle d'or, c'est on ne peut pas parler, etc. Et donc, on a réfléchi dans... Il me manque une diapositive, je suis désolé. Donc, il y avait un plan, je regrette qu'elle ne soit pas là parce qu'elle est fondamentale, mais donc il y avait un plan où je voulais vous montrer d'une part qu'on avait une réflexion actuellement sur tout le premier niveau, d'une part sur la salle de lecture qui a été repensée en 2006 sous la direction de Marie-Pierre Gilleron, et puis alors on a voulu y mettre au centre un desk d'accueil avec l'idée que dans une bibliothèque, quand les personnes entrent, ils doivent être confrontés aux personnes les plus compétentes, c'est-à-dire aux bibliothécaires, et les avoir devant elles. Et donc on a aménagé fin 2014, début 2015, ce desk d'accueil pour que le personnel soit accueilli par des bibliothécaires, et à droite, il y a un autre élément qui est une utilisation des temps morts de la bibliothèque, puisque les gens ont un délai
d'attente de 30 minutes au maximum pour recevoir des ouvrages. Et donc on a un couloir qu'on appelle le couloir des coups d'œil qui permet au centre d'iconographie d'y montrer toute une série de fonds inédits et qui sont parmi les expositions les plus visitées de la Bibliothèque de Genève. Et de l'autre côté, il y a une autre salle qui est dite du catalogue sur fiche qui va être, qui est repensée entièrement aujourd'hui puisque tous les catalogues sur fiche sont en passe d'être finis, d'être rétroconvertis à la fin 2016. Et on a une réflexion en cours qu'on a essayé de mener, non pas d'abord avec des architectes, comme on le fait souvent, mais avec d'une part le personnel de la Bibliothèque de Genève, les bibliothécaires, les conservateurs, et on a confié un mandat qui est une sorte de concours d'idées qu'on essaye de mener conjointement avec l'HEAD, c'est-à-dire avec des étudiants qui ont l'âge des gens qui utilisent notre lieu. Et notre idée, c'était pas évident de la faire passer au départ auprès du département de l'architecture, c'était de se dire, on ne veut pas vous faire un cahier des charges qu'on vous donne et puis vous nous fournissez un projet, mais on voudrait essayer de voir comment des gens qui ont l'âge des personnes qui utilisent ce lieu ont envie de travailler. Alors, quel est le programme documentaire qu'on doit y mettre? Et on réfléchit alors à un lieu qui soit un lieu à la fois de travail, de parole, convivial, modulaire, et qui nous amène à considérer que notre travail aujourd'hui, dans ce qui nous guide dans les différents aménagements en cours, n'est pas de servir une communauté, comme ça avait été intrinsèquement, disons, l'ADN de nos bibliothèques, mais des communautés, et de travailler non plus avec l'idée qu'on a un point de fuite et un objectif précis à faire, mais d'accepter pour nous que nous sommes dans une pluralité de points de vue, une pluralité de points de fuite, et que c'est là, en fait, qu'on doit essayer de ménager au mieux les espaces qui sont en cours de conception et de réalisation pour l'instant à la Bibliothèque de Genève. Voilà. Je vous remercie de votre attention.